Ils sont 7. L'un ou l'une d'entre eux sera dans 6 mois le candidat de son camp à l'élection présidentielle. Bonsoir et bien. Ce qui changerait en réalité beaucoup de choses par rapport à cette idée de dire on attend de savoir ce que penseraient les syndicats, le monopole ou non. Ils ne sont plus suffisamment représentatifs pour qu'on puisse le permettre. Jean-Frédéric Poisson, vous avez demandé la parole. Oui, merci. Une chose d'abord, je me méfie beaucoup de ces attaques frontales contre les organisations syndicales. Je ne suis pas censé prendre leur défense, mais je veux dire combien je crois dans leur utilité. Et je veux rappeler ici qu'en moyenne, les organisations syndicales en France signent environ 80% des accords d'entreprise qui leur sont présentés. J'en ai l'expérience comme l'homme d'entreprise et de la métallurgie que j'ai été, je les ai fréquentés dans mon métier. Je veux dire aussi sur les 35 heures qu'il faut prendre conscience du fait que les salariés français travaillent, ceux qui sont à temps plein, en moyenne à peu près 39 heures par semaine. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas obsédé par cette question de la durée du travail et je pense qu'il y a moyen de trouver un équilibre entre dans chaque entreprise, entre la manière dont la convention collective le gère et la liberté qu'on exerce à l'intérieur de l'organisation. Jean-Frédéric Poisson, vous défendez l'impôt pour tous. Vous souhaitez que tout le monde paie l'impôt sur le revenu, même symboliquement, et même c'est la moitié des Français qui aujourd'hui ne le paient pas. Pourquoi est-ce que c'est bien nécessaire de faire payer des impôts à des gens qui ne le paient pas? Parce que c'est une question d'appartenance à la communauté française. Et qu'à partir du moment où on veut signifier à tout le monde que tout le monde est le bienvenu dans cette communauté, chacun contribue à proportion de ce qu'il peut y faire. Et c'est très normal, même de manière symbolique, mais symbolique au sens où le symbole est ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Tous les foyers fiscaux acquittent l'impôt. Mais on parle beaucoup de gestion depuis tout à l'heure que nous avons abordé ce sujet de l'économie. J'aimerais parler un peu de politique. Toutes les mesures que nous examinons en ce moment, même si elles sont différentes ou avec des nuances, ne serviront à rien si on ne règle pas préalablement, sur le plan politique, deux choses. La première, cet effet de ciseau qui fait que nous sommes un pays devenu sous-attractif sur le plan économique, au point que ceux qui pourraient produire des richesses demain s'en vont. Et il est sur-attractif sur le plan social parce que viennent massivement des personnes qui ont besoin de trouver en France ce qu'ils ne trouvent pas pour vivre dans leur pays. Deuxièmement, nous avons avec l'Acte unique, enfin ils ont avec l'Acte unique organisé l'Europe sous la forme d'un marché ouvert à toutes les importations possibles, sans aucune espèce de concurrence, alors même qu'au sein de l'Union européenne, la monnaie unique et les directives européennes ont aménagé de la concurrence féroce entre les pays de l'Union. Si nous ne réglons pas préalablement ces deux questions, tout ça ne servira absolument à rien. Et deuxième chose, quand on est sous statut, on n'est pas obligé d'être en contrat à vie. Je prends l'exemple des militaires. C'est un milieu que je connais bien, l'armée. L'armée, elle s'est réformée. Elle s'est réformée plus vite que beaucoup d'autres parts de la fonction publique. L'armée, vous avez des contrats de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Quoi de plus régalien que l'armée? Nos soldats, ils risquent leur vie et pourtant ils sont en contrat de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas d'obligation à avoir des contrats. La réforme est possible, c'est ce que vous voulez nous dire. On va maintenant évoquer le déficit parce que jamais dans notre histoire, le pays n'a été aussi endetté. Jean-Frédéric Poisson, pour vous, ce surendettement national est insupportable et vous proposez d'inscrire dans la Constitution l'interdiction de présenter un budget en déficit. Aucun gouvernement n'a été capable d'équilibrer ses comptes depuis 1974. Oui. Vous allez vous y prendre. Comment est-ce que ça n'est pas une promesse que vous ne tiendrez pas, qui sera impossible à respecter? Je pense de toute façon que la structure même des comptes de l'État, je suis un peu bluffé et surpris par ce que j'entends. Parce que l'orientation politique qu'il va falloir donner à ce quinquennat, c'est le renforcement de la puissance régalienne et de la force protectrice de l'État. Ça va nécessiter des dépenses massives en termes de sécurité, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Copé ici, de défense, réarmer l'armée, redonner du matériel, recruter des forces, etc. Et donc je pense qu'à la fin du compte, il faut se méfier parce que toutes les dépenses auxquelles nous allons devoir faire face ne pourront pas être financées simplement par des baisses de postes ou des baisses d'effectifs de fonctionnaires sur lesquelles il faut être extrêmement prudent. Parce que d'abord, personne ne forcera une collectivité à rompre un contrat de la fonction publique, c'est dans la Constitution. Et deuxièmement, je ne vois pas comment, si jamais on ne prenait pas la précaution de prévenir, d'informer les agents de la fonction publique de leur travail de demain matin, l'organisation dans laquelle ils travailleront, s'il n'y a pas tout ce travail préalable pédagogique qui est fait, je ne vois pas comment
on pourra tenir les équilibres qui sont présentés jusqu'ici. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question qui vous était posée. La prochaine fois, madame, je vous répondrai. La prochaine fois, vous prendrez votre minute pour le faire. À tout à l'heure, Jean-Frédéric Poisson. Voilà. François J'avais Fillon. quelque chose à dire avant, alors je l'ai dit. Voilà. Vous faites les règles aussi d'une certaine façon. Exactement. François Fillon, vous l'aviez dit. Dans l'espoir, pour le coup, désespéré que vous répondiez par oui ou par non à cette question. Écoutez, je vais malheureusement un peu vous décevoir aussi. Mais pas trop longtemps quand même. Je vais faire le mieux que je peux. J'ai été ministre du Budget, un des rares moments où nous avons été en dessous de 3% de déficit, pendant 2 années de suite. La vérité, c'est que c'est une priorité pour moi absolue, parce qu'on ne peut pas d'un côté pleurnicher sur l'indépendance de la France et continuer d'avoir des niveaux de dette qui fait qu'on dépend des fonds de pension qui nous prêtent l'argent. Moi, je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit Alain Juppé. Je pense que sur ce domaine-là, il ne faut pas faire dans la nuance, parce que les Français doivent l'entendre. Je préconise 100 milliards de baisse de dépenses publiques qu'il faut chiffrer, je l'ai fait, afin que tout le monde sache de quoi il s'agit, pour en réalité créer une dynamique nouvelle, et dans le même temps, les fameux 50 milliards de baisse d'impôts. C'est avec ça qu'on va créer de la croissance. Et j'ajoute un dernier point sur la fonction publique, c'est essentiel. Je plaide de la même manière pour la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique. Ce sont des contractuels qui permettront à des milliers de Français de venir servir l'État. Monsieur Poisson, serez-vous le héros de ce débat en répondant par oui ou par non à cette C'est question? dans votre programme, là, vous êtes obligé. Non, et je vais vous le prouver, monsieur Boulot. Mais rapidement. Oui, le plus rapidement possible sur un sujet quand même qui est vaste. D'abord, je ne suis absolument pas convaincu, comme ça a été dit il y a quelques instants, que la première question que nous posent les Français soit la question de l'endettement public. Pardon, jamais Non, mais il personne... rembourse malgré tout 43 Bah oui. milliards de Oui, dettes chaque mais année. je vous le dis, D'intérêt. ça ne me paraît pas en tout cas être la première inquiétude des Français. Deuxièmement, cette affaire de 3%, c'est issu du traité de Maastricht. Vous savez tout le mal que je pense de ce traité de Maastricht. Vous savez combien je souhaite qu'il soit remis à plat intégralement, combien, y compris cette folie de mettre à la toise tous les pays d'Europe, en dépit de leur disparité économique et sociale, avec des taux de déficit budgétaire identiques. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Donc, je ne reconnais pas la légitimité de cette limite de 3%. D'ailleurs, personne avant nous, ici, ne l'a fait, à part peut-être Très bien, monsieur au Poisson. moment où M. Copé était à Bercy. Je n'abdique pas. Jean-Frédéric Poisson, un internaute qui a le mérite de la franchise et qui dit, comme 99% des Français, je ne vous connais pas, mais maintenant il a eu le temps de faire connaissance. Vous pouvez passer à la question suivante. Alors. Si. Non, mais c'est intéressant. Que proposez-vous qui vous démarque des autres candidats? En 1 minute maximum. Ah oui, on Pas est l'intégralité de Non, notre non, programme. un peu moins peut-être. Donnez l'exemple. Simplement, 30 secondes, pardon. simplement la volonté de fonder mon projet sur 2 axes principaux. Tout ce que nous disons ne servira à rien si l'État ne retrouve pas sa force protectrice et si nous n'aidons pas le peuple français à se reconstituer comme peuple. Tout ce que je propose dans ces 2 directions ne vise qu'à cela, en mettant l'attention ou l'importance ou le poids plus particulièrement sur, comme on dirait, les conditions de possibilité de tout le reste. Et je pense que effectivement, ça fait partie des choses qui me différencient d'un certain nombre de mes concurrents sur le plateau ici. À ce stade du débat, Madame et Messieurs, un petit point sur les temps, vos temps de parole. Ils ne sont pas très différents. Bruno Le Maire, vous avez usé, si je puis dire, un peu moins de 7 minutes. Monsieur Juppé, 8 minutes 30. Madame Kosciusko-Morizet, un peu plus de 7 minutes 30. Monsieur Sarkozy, 9 minutes 20. Jean-François Copé, 7 minutes 10. Monsieur Poisson, un petit peu plus de 7 minutes. Et François Fillon, 8 minutes 27. On se retrouve dans quelques courts instants pour aborder le deuxième grand thème de ce débat de la primaire, l'identité, la lutte contre le terrorisme et la laïcité. A tout de suite. Jean-Frédéric Poisson, aujourd'hui, le président de la République en exercice bénéficie d'une immunité qui le protège de toute poursuite judiciaire pendant tout son mandat. Est-ce qu'il faut supprimer ce statut particulier? Non, certainement pas. Certainement pas. Le président de la République, pendant qu'il est en exercice, doit être protégé contre toutes les pressions possibles parce que sa responsabilité est telle qu'on ne doit pas pouvoir, l'un qui le faire, inquiéter par un pouvoir dont d'ailleurs, par définition, il est séparé et par un pouvoir indépendant. Cela étant dit, je rejoins ce qui vient d'être dit. Il me semble que dans un certain nombre de circonstances, même le président de la République doit comprendre tout seul qu'il peut être amené à démissionner. J'ajoute un point sur notre conversation. Je suis très attristé que nous venions de passer un certain nombre de minutes à parler de ces sujets. Je ne vous en fais pas le reproche. L'inquiétude est grande aussi chez les Français, et sur lesquels ils demandent de la transparence et des réponses. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Cela étant dit, il me semble que cette attente de transparence, d'intégrité de notre part, élus, quel que soit le niveau de notre responsabilité, elle doit être écoutée. Pourquoi pas la publication du casier judiciaire? Ça ne me paraît pas non plus essentiel. En revanche, il me semble que de la même manière que nous avons pour les délinquants autrefois déterminé des peines planchées,
il me semble que, pour peut-être redonner un peu confiance, les peines planchers d'inéligibilité pour les élus condamnés pour un certain nombre de faits dans l'exercice de leur mandat devraient être rehaussées, de sorte que... Une condamnation, une inéligibilité. Oui, parce que je crois qu'il y a là aussi une interrogation sur le fait que, on puisse facilement, le cas échéant, revenir dans la vie politique après en avoir été écarté pour des raisons pénales. Une question d'actualité suscitée par le livre dont nous parlions à l'instant, qui s'adresse à Nicolas Sarkozy. Dans ce livre, François Hollande dit que la justice est une institution de lâcheté, d'après les auteurs. Et depuis, le monde judiciaire est vent debout, les magistrats se sentent humiliés. Vous n'avez pas toujours eu des rapports simples, c'est moins qu'on puisse dire, avec les magistrats. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, en France, un problème entre l'exécutif, d'une part, et l'autorité judiciaire, d'autre part? Je me demande surtout jusqu'où François Hollande va salir et détruire la fonction présidentielle. Quel mépris pour tous, les pauvres descendants, les sportifs des décérébrés, les magistrats des lâches. Jusqu'où ira-t-il? Mais le plus préoccupant pour moi, c'est pas ça. C'est un président de la République qui se met dans les mains de journalistes, sous influence, à qui il communique des documents confidentiels défense. Le scandale est là. Permettez-moi juste un mot sur la discussion très importante, parce que c'est normal que nous répondions à vos questions. Moi, j'ai apprécié la réponse d'Alain Juppé. Je le respecte, je le connais depuis longtemps. J'ai une grande expérience. J'étais dans le gouvernement d'Édouard Balladur, quand une grande injustice a été commise à l'endroit de Gérard Longuet, qui a dû démissionner parce qu'il a été mis en examen. 8 ans plus tard, il était innocent. Qui lui rendra son honneur? J'étais président de la République et j'avais à mes côtés un homme pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime, Éric Woerth. La campagne contre lui, dans la sordide affaire Bettencourt, a conduit à faire une pression inimaginable, irrespectueuse. Il a eu un non-lieu. Comme moi, il a une relaxe et moi un non-lieu. Qui nous rendra notre honneur? Moi, je crois aux droits de l'homme. Et je vais vous dire une chose, ça m'a beaucoup appris. Je ne serai plus jamais du côté de ceux qui hurlent avec la foule, de ceux qui donnent des leçons. Parce que ça fait trop mal. Quand vous avez un non-lieu, ça fait une demi-ligne. Quand vous êtes insulté, bafoué, croyez-moi, ça fait plus qu'une demi-ligne. Mais un ministre en fonction mis en examen doit quitter un gouvernement pour le protéger. Il est présumé innocent et je partage parfaitement l'avis de Jean-Frédéric Poisson. Si le président de la République devait être convoqué par tous les magistrats qui veulent l'entendre, il n'y a plus de président de la République, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'autorité de l'État. Je ne serai pas le président qui mettra à bas l'autorité de l'État. Alors, on va... autre enjeu, que faire des fichiers S sur le territoire? Faut-il tous les enfermer? Pour lutter contre le terrorisme, la France vit depuis 11 mois sous le régime de l'état d'urgence. Et vous, Jean-Frédéric Poisson, vous êtes le seul des candidats ici ce soir à ne pas l'avoir voté, pas plus la première fois que... Si, la première fois oui, mais pas les première fois oui, mais pas les prolongations. Pourquoi? Très simplement parce que j'ai l'honneur d'être pour la commission des lois de l'Assemblée nationale le rapporteur de la mise en place de l'état d'urgence. Dès la fin du mois de janvier, c'est-à-dire 2 mois et demi après la mise en œuvre de l'état d'urgence de novembre, nous avons constaté au sein de la commission des lois, de manière d'ailleurs extrêmement partagée au sein de cette commission, avec le président de l'époque qui est aujourd'hui garde des Sceaux, que l'efficacité même des mesures possiblement prises dans le cadre de l'état d'urgence n'était plus au rendez-vous. Et que petit à petit, tout cela s'est affaibli et ne réclamait pas de prolongation particulière. Je veux dire sur le sujet que nous venons d'aborder ici plusieurs choses. D'abord, je partage l'avis que l'application actuelle de la loi est suffisante pour régler la question qu'on vient d'évoquer. Premièrement, c'est une question de volonté politique et c'est une question, là aussi, de fermeté de la part des magistrats qui seraient chargés d'appliquer ces dispositions. Deuxièmement, même si je crois volontiers que c'est le droit qui est fait pour la vie sociale et non pas la vie sociale par le droit, je veux dire par là, les normes juridiques ne s'imposent pas nécessairement à toutes les situations, mais il y a des principes généraux du droit qui doivent être respectés. À ce titre, je suis opposé à l'internement des fichiers S, quel que soit le motif. Le droit, de mon point de vue, c'est très simple. Ça consiste à préserver les victimes, pas les coupables. Et si on s'est trompé en prenant 8 jours un fichier S qui finalement n'a rien fait, on s'excuse. Je préfère ça plutôt que de multiplier les commémorations avec des victimes qui n'y étaient pour rien. Nous allons en venir maintenant à la laïcité, aux questions posées par la laïcité, notamment Bruno Le Maire, la laïcité en entreprise. C'est un sujet qui vous préoccupe et vous voulez affermir, renforcer la laïcité dans les entreprises.
Ce qui me préoccupe plus largement, c'est la laïcité partout en France. Aujourd'hui, nous avons un islam politique qui, depuis des années et des années, ne cesse de gagner du terrain en France, qui ne respecte pas notre culture, qui ne respecte pas l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ne respecte pas ce que nous sommes comme Français. Alors il est temps de le combattre, oui, et le combattre avec fermeté. Ça veut dire durcir les règles. La loi sur la burqa, je propose que le port de la burqa soit plus simplement une contravention, mais un délit. Je propose que, si ça devient un délit, on pourra davantage le faire respecter car la récidive sera sanctionnée. S'agissant du port du voile, on a adopté en 2004 une loi qui a été efficace sur le port du voile à l'école. Eh bien, je souhaite qu'on travaille demain sur une loi identique pour le port du voile à l'université, dans les préfectures, lorsqu'on se rend au guichet des préfectures, dans les hôpitaux. Frédéric Poisson, on parlait du voile, du burkini, sur ces sujets qui ont trait à la laïcité. Vous, en tant que président du Parti des chrétiens démocrates, vous n'êtes pas partisan d'une laïcité pure et dure. Mais jusqu'où peut-on, selon vous, accepter les signes religieux ostentatoires? Je ne sais pas ce que c'est la laïcité pure et dure. Je sais ce que c'est que la laïcité dans la loi de 1905. C'est la garantie de la liberté religieuse et de son expression. Cette garantie vaut, c'est la neutralité de l'État, et pas autre chose que la neutralité de l'État. Et dans la loi de 1905, si l'État est neutre, l'espace public, lui, ne l'est pas. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de liberté religieuse sans la liberté d'exprimer sa foi religieuse, y compris d'ailleurs par le port du vêtement. Et donc je ne comprends pas, en tout cas je ne serai pas le chef d'État d'un pays qui rentrerait dans une logique de police du vêtement. C'est très clair. Je n'ai pas compris les volontés d'interdire le burkini. Je ne comprends pas non plus la logique qui voudrait que petit à petit on choisisse entre certains vêtements qui sont interdits et d'autres qui ne le seraient pas. Donc voilà quelle est ma laïcité à moi. L'État est neutre, bien sûr, il protège la liberté religieuse et l'espace public doit permettre de voir vivre pacifiquement les uns à côté des autres des gens qui ont des croyances et des gens qui n'en ont pas en manifestant leur appartenance à cette croyance. C'est très simple. Bruno Le Maire, vous vouliez... Je voudrais juste dire à Jean-Frédéric Poisson que nous sommes deux sur ce plateau à ne pas rentrer dans ce débat intégration-assimilation. Et ni d'ailleurs à rentrer dans le débat sur l'identité heureuse ou malheureuse. Moi, ce à quoi je crois, c'est à la culture. Je pense que le vrai combat, non, la culture, Alain, ça n'est pas l'identité. C'est l'unité dans la diversité, la culture. Là, nous avons une vraie divergence, Alain. L'identité, ça enferme. L'identité, c'est immobile. L'identité, ça n'est pas ouvert sur les autres. La culture, c'est ce qui bouge, c'est ce qui est en mouvement. Notre culture, c'est notre langue. En France, on apprend le français et au CP, on n'apprend pas l'arabe, sinon on est renvoyé à son origine. En France, on aime l'histoire. On aime la chronologie de notre histoire. Et on apprend la vie de nos grandes figures historiques. En France, notre culture, c'est respecter l'égalité entre les hommes et les femmes. En France, la loi religieuse, elle se soumet toujours à la loi de la République. Et c'est cette culture qui fait notre force. Elle est enrichie, elle bouge, elle est en mouvement. Elle n'est pas figée comme identité, mais elle n'est pas négociable. La culture française, c'est ce que nous avons de plus précieux au fond de nous. Merci beaucoup. Juste dire à François Fillon qu'il a un tout petit peu la mémoire qui flanche. L'un et l'autre étaient défavorables à une loi d'interdiction de la burqa et c'est nous les députés qui avons été un peu obligés. C'est le président. Nous irons là encore nous référer à des pages de l'histoire. Mais Jean-Frédéric Poisson, l'islam en tant que religion est un problème en France ou pas? La civilisation islamique pose problème à la République française. Parce qu'elle pose des questions, elle défend des principes qui sont incompatibles, dans une large mesure, avec les principes de la République française. Demandez voir à l'islam quelle conception de la laïcité il propage, ça n'existe pas. Demandez comment on traite les condamnés dans un certain nombre de pays musulmans, les amputant d'une main ou d'un pied. Tout ça n'existe pas dans notre République. Et donc, si je n'ai pas de problème avec les musulmans, nous avons un problème avec l'islam. Et donc, pour cette raison, je pense, après ce que je viens de dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été évoqué tout à l'heure sur l'interdiction du salafisme en tant que tel, parce que je ne vois pas comment on peut interdire une idée. Je suis d'accord pour une lutte radicale contre les mosquées salafistes, bien sûr. L'idée, je ne sais pas comment on l'a. J'attends des musulmans modérés en France. Et donc, pour cette raison, je pense, après ce que je viens de dire, je ne suis pas d'accord
avec ce qui a été évoqué tout à l'heure sur l'interdiction du salafisme en tant que tel, parce que je ne vois pas comment on peut interdire une idée. Je suis d'accord pour une lutte radicale contre les mosquées salafistes, bien sûr. L'idée, je ne sais pas comment on l'interdit. Deuxièmement, j'attends des musulmans modérés en France, et je pense que nombreux sont prêts, qu'ils participent eux-mêmes à ce qu'il est nécessaire de moderniser dans la religion qui est la leur. Et je sais que beaucoup y sont prêts, mais il faudra veiller à ce que l'État protège ceux qui y sont prêts, parce que les radicaux qui sont à côté, eux, les menaceront et les empêcheront de le faire. Nicolas Sarkozy, si vous voulez bien, on va parler du regroupement familial. C'est vous qui avez mis... Je voudrais dire un mot avant sur ces questions. On n'a pas un problème avec l'islam, on a un problème avec l'islam politique, qui veut prendre le contrôle de la société. La loi sur la burqa, pardon Jean-François, ce n'est pas toi, je vous expliquer, ce n'est pas toi qui nous l'as imposé, et tu étais bien incapable d'imposer ni au Premier ministre ni au Président de la République quoi que ce soit. Nous étions bien nombreux à l'Assemblée à la demander. Qu'aujourd'hui. Je propose sur la loi sur la burqa, je propose, Bruno, pas d'en faire un délit, je propose que toute personne qui ne respecte pas la loi sur l'interdiction de la burqa se voit supprimer les allocations familiales et les allocations sociales. Ça sera bien plus efficace et ça interdira à des ONG islamiques, politiques, de faire le travail derrière. Il a fallu attendre 1945 pour que vous votiez et le début des années 60 pour que vous ayez un compte en banque. C'est certainement pas pour qu'on tolère. Il n'y a aucune discussion à avoir. Il y a une loi de la République sur le territoire de la République. Il n'y a pas d'horaire dans les piscines pour les femmes et d'horaire pour les hommes. On ne choisit pas le sexe de son médecin et on ne porte pas le burkini. Il faut conclure, Nicolas Sarkozy, vous êtes très en avance. D'accord, mais si on veut aller dans des pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, eh ben on n'a qu'à y aller. Ici, c'est la France. Autre sujet, la question du regroupement familial que Nicolas Sarkozy propose notamment de suspendre. Quand on fuit la guerre, quand on fuit les persécutions, on doit pouvoir être accueilli en France. Mais la contrepartie, c'est d'abord que quand on n'y a pas droit, quand on est débouté, on doit être vraiment raccompagné chez soi. Aujourd'hui, il y a près de 80% des gens qui demandent l'asile qui sont déboutés. Et parmi ceux-là, un très faible nombre qui sont vraiment raccompagnés chez eux. Et puis par ailleurs, on a des procédures qui en fait font de l'asile un contournement de toutes nos règles. On peut par exemple demander en même temps l'asile et une immigration à d'autres titres. Il faut que la demande d'asile soit sanctuarisée. C'est très particulier, la demande d'asile, c'est faire appel à un droit. Il faut que le droit soit effectif et il faut, quand on n'en relève pas, qu'on soit véritablement reconduit. Quand on fuit la guerre, quand on fuit les persécutions, on doit pouvoir être accueilli en France. Mais la contrepartie, c'est d'abord que quand on n'y a pas droit, quand on est débouté, on doit être vraiment raccompagné chez soi. Aujourd'hui, il y a près de 80% des gens qui demandent l'asile qui sont déboutés. Et parmi ceux-là, un très faible nombre qui sont vraiment raccompagnés chez eux. Et puis par ailleurs, on a des procédures qui en fait font de l'asile un contournement de toutes nos règles. On peut par exemple demander en même temps l'asile et une immigration à d'autres titres. Il faut que la demande d'asile soit sanctuarisée. C'est très particulier, la demande d'asile, c'est faire appel à un droit. Il faut que le droit soit effectif et il faut, quand on n'en relève pas, qu'on soit véritablement reconduit. Donc, je veux la suspension du regroupement familial. C'est un signal très fort. La modification de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, un débouté du droit d'asile, s'il est en concubinage avec une Française, aura le droit de rester en France. Et enfin, l'assimilation, c'est juste ma réponse au droit à la différence qui est scandé. Moi, je souhaite qu'il y ait un peu moins de différence et plus d'intégration républicaine. Jean-Frédéric Poisson. Oui, c'était pour dire que la question qui est posée au fond est de savoir si le projet qui est en définitive porté par la gauche et qui n'a pas été combattu par la droite et le centre depuis maintenant 30 ans, est toujours valide. Est-ce que la France a vocation à devenir une société multiculturelle ou pas? Et je pense, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, que l'identité heureuse est une expression pour dire au fond société multiculturelle. Je ne partage pas cet avis. Et je veux dire que je suis en revanche très favorable à ce que l'identité judéo-chrétienne de notre pays, il y a eu d'autres choses qui s'y sont greffées évidemment, mais ces racines-là, soit favorisée, qu'elle soit mise en avant, qu'elle soit partagée. Et je veux que la France, en revanche, reste, je l'ai dit, généreuse, ouverte. Mais je crois que les Français ne veulent pas
être une société multiculturelle, que ce n'est pas leur intention, ce n'est pas ni notre avenir, ni notre volonté. Moi, est-ce que je pourrais juste dire que j'ai une vraie divergence sur un sujet Vous aurez moins de temps pour la conclusion. Ce C'est ça. ce sera l'objet d'un autre débat ou d'une autre campagne. Au début de ce débat, les uns et les autres, vous avez eu 1 minute pour expliquer très clairement, synthétiquement, les raisons de votre candidature à la présidence de la République. En 1 minute toujours, je vais vous demander à chacun de conclure ce débat. Bruno Le Maire, c'est vous qui commencez. On voit bien à la fin de ce débat que la France ne sera pas la même dans 10, 15, 20 ans, suivant qu'on choisit tel ou tel candidat pour la primaire et ensuite pour l'élection présidentielle. Moi, je vais vous dire, au fond de moi, ma conviction. Les approximations, les slogans trop faciles, les propositions trop radicales, les changements de pied permanents. Bruno Le Maire, vous vouliez... Je voudrais juste dire à Jean-Frédéric Poisson que nous sommes deux sur ce plateau à ne pas rentrer dans ce débat intégration-assimilation. Et ni d'ailleurs à rentrer dans le débat sur l'identité heureuse ou malheureuse. Moi, ce à quoi je crois, c'est à la culture. Je pense que le vrai combat... Non, la culture, Alain, ça n'est pas l'identité. C'est l'unité dans la diversité, la culture. Là, nous avons une vraie divergence, Alain. L'identité, ça enferme. L'identité, c'est immobile. L'identité, ça n'est pas ouvert sur les autres. La culture, c'est ce qui bouge, c'est ce qui est en mouvement. Notre culture, c'est notre langue. En France, on apprend le français et au CP, on n'apprend pas l'arabe, sinon on est renvoyé à son origine. En France, on aime l'histoire. On aime la chronologie de notre histoire. Et on apprend la vie de nos grandes figures historiques. En France, notre culture, c'est respecter l'égalité entre les hommes et les femmes. En France, la loi religieuse, elle se soumet toujours à la loi de la République. Et c'est cette culture qui fait notre force. Elle est enrichie, elle bouge, elle est en mouvement. Elle n'est pas figée comme identité, mais elle n'est pas négociable. La culture française, c'est ce que nous avons de plus précieux au fond de nous. Merci beaucoup. Qui, depuis des années et des années, ne cesse de gagner du terrain en France. Qui ne respecte pas notre culture. Qui ne respecte pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Qui ne respecte pas ce que nous sommes comme Français. Alors il est temps de le combattre, oui. Et le combattre avec fermeté. Ça veut dire durcir les règles. La loi sur la burqa, je propose que le port de la burqa soit plus simplement une contravention, mais un délit. Je propose que, si ça devient un délit, on pourra davantage le faire respecter car la récidive sera sanctionnée. S'agissant du port du voile, on a adopté en 2004 une loi qui a été efficace sur le port du voile à l'école. Eh bien, je souhaite qu'on travaille demain sur une loi identique pour le port du voile à l'université, dans les préfectures, lorsqu'on se rend au guichet des préfectures, dans les hôpitaux. On n'en peut plus. On n'en peut plus dans notre vie politique. Le compromis, la tempérance, la modération à un moment où on a besoin de tellement d'audace, de tellement de force pour relever le pays. Le grand rassemblement qui n'aboutira finalement qu'à l'immobilité, on n'en peut plus non plus. On ne peut plus attendre. Et je veux vraiment dire à chaque électeur ce soir, le renouveau, passer à autre chose, trancher par rapport à ce qui a été connu depuis 30 ans dans la vie politique française, c'est le moment. C'est maintenant que ça se joue. Vous avez tous accepté les règles d'équité. Nicolas Sarkozy, il vous reste 30 secondes pour conclure. Je crois en la France, je crois dans le génie du peuple français, je crois dans notre destin, j'ai l'expérience, j'ai l'énergie, on peut s'en sortir, on peut relever le défi, mais c'est maintenant ou jamais. Je veux être le porte-parole de la majorité silencieuse. Je veux qu'elle se lève et qu'elle dise à la présidence de l'impuissance et du bavardage va succéder la présidence de l'action. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est à vous de conclure. Et vous avez un peu plus de temps, vous êtes en retard. Mes chers compatriotes, le recyclage, ça marche pour les déchets, pas pour les idées. Demain, faire beaucoup mieux que François Hollande ne sera pas très difficile. Mais il faut aussi faire beaucoup plus que ce que nous avons fait par le passé. Dans un monde qui change, je propose des solutions nouvelles pour créer votre entreprise, pour aider nos parents dépendants, pour que nos enfants réussissent à l'école, pour nous protéger contre le terrorisme. Le choix vous appartient.
Certains voudraient cadenasser la primaire. Ils veulent choisir les électeurs, alors que ce sont aux électeurs de choisir les candidats. Ne vous laissez pas faire. Tous ceux qui ne veulent plus de François Hollande, n'ayons pas peur. Tous ceux qui ne veulent pas de Marine Le Pen, cette primaire est la leur. N'ayons pas peur. Je vous invite à y participer massivement. Mes chers compatriotes, la nostalgie n'est pas un projet. La France est grande quand elle invente ce qui vient. N'ayons pas peur. Ce débat, Jean-Frédéric Poisson, quels seraient vos messages aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux citoyens et potentiellement aux électeurs? Je remercie d'abord tous ceux qui ont bien voulu nous suivre jusqu'à cette heure-ci, un peu tardive, et je souhaite qu'au moins ils aient pu saisir la diversité, les nuances et même parfois les différences prononcées qu'il peut y avoir entre nous. Je veux leur dire d'abord ma joie d'avoir participé à cet échange, deuxièmement ma déception que nous y ayons finalement traité beaucoup plus de sujets qui relèvent de la gestion que de la politique. Et je reste sur ma faim quant à mon avis, la seule question qui sera posée au futur chef de l'État. La France a-t-elle vocation ou pas à rester une puissance moyenne, comme il a été décidé, je mets des guillemets, il y a 40 ans. Et puis, avant de venir, j'ai ressorti un document qui est intéressant. Il date de 1993. C'est la plateforme signée par le RPR et l'UDF de l'époque, avant de remporter une législative avec 480 députés. Et j'ai entendu ce soir, mes chers compatriotes, des propositions qui sont déjà dans ce document, qui auraient dû être mises en œuvre et qui ne l'ont pas été. Autrement dit, je vous demande de me suivre parce que je suis déterminé à faire les choses que j'ai dites. Merci de votre attention et au prochain débat sans doute. N'ayons pas peur.